إذا السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات كاملين، حياكم الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. هذا اليوم كان هو اللقاء اللي كنا تحدثنا عنه، لا يعود مع واحد من كبار ما شاء الله مفكرين الموريتانيين، محامي وقانوني وأستاذ الجامعات الدولية والفرنسية، هو الأستاذ لقرمو عبدول. إذا لا يعود معنا بعد قليل إن شاء الله، لا يدخل على اللايف بعد قليل، ونتحرى دونك لا نتحدث عن الحالة السياسية الحالية. نتحدث عن الحالة السياسية الحالية. Professeur Le Gourmand, je vous ai envoyé une invitation, donc apparemment vous n'avez pas répondu. Il faut que vous sortez et que vous rentrez une deuxième fois pour que je puisse vous envoyer l'invitation. مرحبا بالإخوة والأخوات كاملين. Donc je demande au professeur Le Gourmand de sortir et de rentrer une deuxième fois pour que je puisse vous envoyer une invitation. Parce que, donc quittez le live et rentrez une deuxième fois pour que je puisse vous envoyer une invitation. وعليكم السلام والتحية والإكرام الإخوة والأخوات كاملين، حياكم الله. أنا ما زلت ننتظر البروفيسور لو غورمون إنه يدخل معانا. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، الله يحييكم، مرحبا وسهلا بكم كاملين، نورتوا، الله يحييكم. أنا ما زلت في انتظار البروفيسور لو غورمون. إذا أنا ما زلت في انتظار البروفيسور لو غورمون على إنه يدخل. ما فات جانا. Donc, professeur, est-ce que vous nous écoutez? وأخير بكم كاملين أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. وعليكم السلام رقية. Donc je demande au professeur Le Gourmand de quitter le live et de rentrer une deuxième fois pour que je puisse lui envoyer une invitation. Parce qu'il y a tout de suite, je vous ai envoyé une invitation, mais vous n'avez pas répondu. Donc je suis toujours en attente que vous m'envoyez une invitation ou que vous rentrez pour que je puisse vous envoyer une invitation. Donc الله يحييكم أيها الإخوة. مازلنا professeur, est-ce que vous pouvez m'envoyer une invitation? Enfin, il y a une petite icône en bas de l'écran. Vous pouvez cliquer là-dessus et vous allez m'envoyer une invitation. Sinon, quittez le live et rentrez une deuxième fois pour que je puisse vous envoyer l'invitation. Parce que je vois que vous êtes là, mais voilà, non. Mais j'ai pas pu vous envoyer une invitation. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est la connexion chez vous? Parce que là, je vois que vous... نعم الإخوة، المقابلة بالفرنسية قال لين نترجمها أنا بالعربية إن شاء الله، ولين نترجم الأسئلة اللي ينطرحوا كاملين، لين نترجم الأسئلة اللي donc Professeur Le Gourmand, comment allez-vous? Oui, je vous entends. Ça va? Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. On a eu des petits problèmes à vous rejoindre, mais là, je Oui, vois mais que c'est moi, bien. je vous entendais Ouais. depuis tout à l'heure. Donc, je vous remercie tout début du fait que vous avez accepté notre invitation. Il y a un grand public qui vous attend. Donc, en tant que membre de l'IFP, en tant que membre du FNDI,
on a beaucoup de questions. Depuis que j'ai fait l'annonce, j'ai 97 questions. Donc, près du nombre de missiles que les États-Unis d'Amérique ont utilisés. Donc, ça sera le dernier thème de Oui, parce qu'ils en ont ici des centaines, oui. Voilà, donc ça sera le thème qu'on va aborder aussi vers la fin du live à propos de la question syrienne. Donc, au début, on va commencer par une introduction. Donc, vous avez la liberté de parler de l'actualité politique. Et après, on va aborder les questions. Donc, ça sera un débat. Je vais vous faire traduire les questions qui seront posées en arabe ou même les questions en français. Donc, je vais vous les lire si jamais vous ne les voyez pas. Puis, excusez-moi. Puis après, on va aborder la question syrienne. Donc, l'actualité politique de professeur Le Gourmand, c'est les négociations secrètes, comme on dit, secrètes. C'est le thème que le président du parti Al-Maham a utilisé dans un tweet il n'y a même pas 20 minutes, entre vous, en tant qu'opposition dans la FNDI, et le gouvernement. Donc, il y a une vague de mécontentement, de sentiments de mécontentement au sein de la jeunesse de l'opposition. Et donc, il y a aussi la question des élections prochaines, il y a la question des garanties de la transparence de l'opération électorale prochaine, donc il y a quelques mois. Donc, à propos de tout ça, donc, je veux que vous nous fassiez une estimation générale de l'actualité politique. Et après, Inch'Allah, vous avez tout le temps qu'il faut. Je vois que vous êtes prêts aujourd'hui, ça sent. Vous avez envie de parler. D'abord, permettez-moi de remercier tout le monde, de vous remercier d'abord vous pour cette initiative avec mon ami l'excellente Rougiatou Ngaïdé, donc qui m'avait contacté pour un tel débat. Je suis très content d'être là devant tout le monde pour pouvoir éventuellement échanger, évidemment dans la limite de ce qui peut être dit pour une émission de durée aussi courte. On ne peut pas tout dire. On est gourmand, on ne veut pas de tabou, on vous donne tout le temps qu'il faut si vous allez nous faire des révélations ce soir. Vous dites ça, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas le faire parce que le temps est compté pour tout le monde. On est de par le monde et de par le monde, malheureusement, on n'est pas tous sur le même horaire. Donc, on va également tenir compte de cette réalité, disons, géophysique mondiale. Alors, ceci étant dit, donc, après ces remerciements, je dois dire effectivement que cette émission de votre part, évidemment, arrive à point nommé parce qu'elle arrive à un moment où il y a beaucoup de questions qui se posent, et spécialement sur le plan de la politique de notre pays, où nous sommes clairement dans une phase très particulière de la situation. Alors, vous avez d'abord évoqué la question des négociations secrètes, etc., qui seraient déroulées ou qui se dérouleraient entre le pouvoir et les FNDU, l'opposition. Bon, je vais vous faire le point en toute sincérité sur cela. Et il n'y aura pas de ma part de langue de bois et je vais être le plus franc possible sur ce qui est. Et je suis prêt à répondre également sur cet aspect-là des choses, sur les questions qui pourraient être. Mais je dois d'abord rappeler que ce dont on a parlé et ce dont on parle, c'est d'abord des questions de dialogue. Alors, vous savez que la notion est à double tranchant chez nous maintenant. C'est de la faute d'ailleurs des pouvoirs successifs parce qu'ils ont galvaudé les termes de sorte que maintenant, quand on parle de dialogue, il y a toujours un fond un peu d'arnaque ou des choses qui ne sont pas très, très claires. Mais ce n'est plus quelque chose qui est une donnée neutre dans le langage politique en Bretagne, malheureusement. Donc, c'est pour cela qu'il y a toujours une sorte de mystère qui entoure ça. Et même ça tend à devenir péjoratif. Bon, donc c'est ça qui explique qu'il y a un côté un peu passionnel qui tourne autour de ce problème et qui fait donc qu'on a du mal parfois à garder l'esprit froid lorsqu'on en parle dans les pays. Or, il est clair que la situation de notre pays depuis un certain nombre d'années, et en particulier dans la conjoncture actuelle, et c'est une situation politique d'impasse complète. Pourquoi? Parce que l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition multiple, d'ailleurs qui a différentes tendances, dans son ensemble, cette opposition ne parvient toujours pas à trouver avec le pouvoir en place un climat de normalisation.
On n'a pas une normalisation de la vie politique, comme on en voit de plus en plus dans beaucoup de pays africains, même dans certains pays arabes, de sorte que la situation peut être caractérisée clairement d'être une situation d'impasse. Le pouvoir mène la barque unilatéralement, décide de ce qu'il veut, détermine les conditions dans lesquelles la vie politique se déroule, adopte dans les conditions qu'il veut les lois, allant jusqu'à tordre les lois constitutionnelles, en tout cas allant jusqu'à réajuster ce qu'on peut appeler les conditions d'existence de tout état de droit. Et l'opposition étant tenue à l'extérieur de ce jeu, entre guillemets, s'est trouvée à plusieurs reprises dans l'incapacité réelle, pratique, de participer à une vie politique normale. Il lui est même arrivé de boycotter par 2 fois, comme vous le savez. Ce qui a fait que la situation est une situation institutionnellement, pourrait-on dire, de rupture entre l'opposition et le pouvoir du point de vue du fonctionnement des institutions. C'est ça la situation objective. Alors, ça, c'est la situation objective. La situation objective, c'est que nous sommes dans une période, dans une séquence de la vie nationale dans laquelle l'opposition et le pouvoir sont totalement dans un rapport d'hostilité. Et où donc on est incapable d'avoir un jeu régulier, normalisé de ces institutions. Ça, c'est les faits. Alors, il est clair que une telle situation, potentiellement, est très dangereuse. Parce qu'elle crée une déstabilisation de ces institutions et elle crée également des incertitudes considérables sur l'avenir de notre pays et même sur le présent actuel, parce que personne ne sait vraiment qu'est-ce qui va en sortir et sur quoi il peut compter pour le lendemain, pour demain. Et cette situation n'est pas favorable pour un pays aussi complexe, aussi multiple dans ses difficultés et dans ses problèmes, aussi complexe, aussi multiple dans sa composition même organique, c'est-à-dire dans la composition de ses citoyens, de ses nationalités, etc. Donc, cette situation de blocage politique fait que le pays est en réalité quasiment en état d'anémie, comme on dit en science, ou disons de paralysie. C'est tout ceci qui fait que depuis maintenant une bonne période de notre vie politique, depuis une dizaine d'années, l'ordre du jour est le même, le calendrier est le même, c'est comment faire pour sortir de cette situation. Comment faire pour avoir une vie politique normale, pour que tous les Mauritaniens puissent vaquer chacun à ses besoins, et que chacun compte sur sa voix en tant que faisant partie de notre peuple, pour impulser les changements s'il y a lieu nécessaires dans le pays. Donc cette situation fait que, comme tout le monde le constate et tout le monde peut le voir aisément, depuis donc cette dizaine d'années écoulées, le mot d'ordre est le même pour en tout cas l'opposition dans toutes ces tendances, je dis bien dans toutes ces tendances, c'est-à-dire ce qu'on appelle à la fois l'opposition modérée ou ce que l'on appelle un peu hasardeusement l'opposition radicale. Tout le monde est d'accord que le dialogue est une nécessité. Je dirais même mieux, même le pouvoir est obligé d'admettre ou de reconnaître qu'il est nécessaire de dialoguer. Au point que le pouvoir lui-même a été amené à plusieurs reprises d'en parler, de dire que soit il est prêt à dialoguer, soit qu'il n'est plus prêt de dialoguer, comme on l'a vu récemment dans les interventions du président de la République à Jeune Afrique, il n'est plus prêt à dialoguer. Dans tous les cas, on sait que le dialogue est une donnée fondamentale. Dans un pays normal, on n'en parle pas. Dans un pays normal, on ne dialogue pas. On vit la vie politique et sociale, chacun fait ce qu'il peut. L'opposition est dans son rôle, le pouvoir est dans son rôle, parce que le pouvoir, c'est une majorité, l'opposition, c'est une minorité, les élections marquent le coup et tranchent. Or, quand on parle de dialogue, c'est parce que précisément, ce jeu-là n'existe pas. Donc, on peut dire qu'au fond, et c'est paradoxal, il y a une chose sur laquelle à la fois le pouvoir et l'opposition sont d'accord, c'est l'exigence du dialogue. Aussi bien le pouvoir que l'opposition sont absolument d'accord sur le fait de dialogue. Et même l'opposition engagée dans le passé des dialogues qui se sont mal passés pour la plupart d'entre eux et qui ont débouché parfois sur des situations où, disons, le malentendu a été beaucoup plus accéléré ou axé encore que précédemment. Mais dans tous les cas de figure, en tout cas, le dialogue est considéré par les uns et par les autres comme une nécessité. Voilà le cadrage de la situation politique. Voilà le contexte général dans lequel cette question du dialogue se pose.
Je ne parle évidemment pas de ceux qui éventuellement peuvent dire que le dialogue c'est du cinéma et ne veulent même pas en entendre parler. Ça, on ne va pas en discuter, c'est une vision idéologique, ça on n'en parle pas. Mais pour nous en tout cas, pour l'opposition démocratique, dans sa variété, il y a une exigence de dialogue et le pouvoir lui-même l'a réaffirmé, dit qu'il est prêt à faire le dialogue. Voilà en gros ce dont il s'agit. Maintenant, par rapport au problème concret que vous évoquez, y a-t-il eu négociation secrète? Eh bien, je vais vous dire une chose. Étant donné que l'opposition a toujours dit qu'elle est prête à dialoguer, eh bien, je vais vous dire que le pouvoir a envoyé, ou en tout cas a laissé certains de ses membres qui appartiennent à la majorité venir contacter l'opposition, certains membres en tout cas du FNDU, pour lui dire qu'il serait prêt à envisager comment on pourrait se remettre en quelque sorte dans un processus de dialogue. Je répète, le pouvoir, certains secteurs du pouvoir, de la majorité, et des secteurs clés de cette majorité, sont venus voir certains partis de l'opposition, plus précisément certains membres du FNDU, pour dire qu'ils voudraient savoir comment et dans quelles conditions le pouvoir et l'opposition pourraient envisager de reprendre l'angle, de refaire ou de faire un dialogue pour la situation actuelle, pour que les élections puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Ça, c'est il y a à peu près maintenant 3 semaines, 1 mois. Les partis qui ont été contactés dans ce sens ont engagé, si vous voulez, entre eux des discussions rapides pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. C'est dans ces conditions que ces partis ont dit, nous avons toujours appelé à des dialogues, mais évidemment, nous ne pouvons pas négocier avant que tout le monde soit d'abord d'accord sur la négociation et avant que tout le monde soit d'accord sur l'objet même de ce sur quoi on va porter cette négociation. Donc, ce qui s'est passé alors, c'est que ces partis ont accepté d'engager des démarches exploratoires pour sonder, je pèse mes mots, pour sonder le sérieux des intentions du pouvoir, pour savoir si réellement on peut s'engager sur un processus de dialogue, c'est-à-dire de négociation. Donc, les démarches exploratoires que le pouvoir, à travers les 2 ou les 3 partis qu'il a envoyés, ces démarches exploratoires donc a rencontré de notre côté, eh bien, a rencontré un accord de principe pour ces discussions exploratoires. De quoi s'agissait-il donc? Qu'est-ce qu'on entend par discussion exploratoire? C'est d'abord de dire ou d'échanger pour savoir, bon, qu'est-ce que les uns et les autres, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on est prêt à engager les discussions? Et comment? Et si vraiment l'intention des uns et des autres est sérieuse? Et c'est dans ces conditions-là, à la demande de ceux-là même qui avaient engagé ce processus, il a été entendu que d'être le plus discret possible parce que ce n'est pas des négociations, ce n'est pas le dialogue, c'est des démarches exploratoires. Donc, avant de parler de dialogue, il faut d'abord qu'on sache quelle est votre intention. C'est ça notre position à nous. Et c'est dans ces conditions donc que ces démarches exploratoires ont débuté, ont commencé. Il y a eu des échanges, il y a eu 2 ou 3 rencontres pour être précis, au cours desquelles chacun a dit ce qu'il pense de ce qui s'était passé jusqu'ici et de comment il envisage que l'on puisse engager des discussions. Je ne sais pas si je me fais une femme ou une femme. Donc, ces démarches-là exploratoires ont été en effet engagées pour voir est-ce qu'il y a de part et d'autre une bonne volonté d'engager ces discussions. Voilà qu'il y a 3 jours ou 4 jours, curieusement, en pleine campagne d'implantation, c'est-à-dire probablement dans le cadre de le règlement de compte interne, probablement l'information a filtré de manière intempestive qu'il y aurait des négociations. Les gens, en tout cas, sont venus nous voir il y a 2 jours ou 3 jours avec un document qui, pour eux, je parle des représentants de la majorité, qui, pour eux, devrait servir de point d'appui à de futures discussions. Ils nous ont dit, voilà, nous, les points sur lesquels nous aimerions discuter.
À ce moment-là, donc ceux qui étaient en contact avec eux ont pris le document comme étant un document de projet exploratoire, c'est-à-dire par lequel ils mettent les points qu'ils aimeraient voir discuter. Ils l'ont pris et l'ont ramené aux responsables avec lesquels cette initiative avait été acceptée pour le principe. Et c'est dans ces conditions, donc, à l'intérieur de l'opposition, la discussion a été ouverte. Évidemment, étant donné la discrétion de principe que nous avions acceptée dès le départ, parce qu'il y a un problème également de sérieux, il ne s'agit pas de négocier, il s'agit simplement de sonder les intentions des uns et des autres et de ne pas laisser filtrer des choses qui, dans l'opinion, revêtent clairement et tout de suite une autre dimension. Et nous connaissons très bien, nous, les Mauritaniens. Nous savons très bien comment nous fonctionnons. Dès qu'une chose est simplement subodorée, parce que les gens pressentent qu'il y a une chose, déjà, la chose existe et même prend une surdimension. Donc, pour éviter ces conditions-là, effectivement, la discrétion était de rigueur. Voilà donc qu'il y a eu ce filtre qui a sauté par, clairement, mais ça c'est mon point de vue personnel, par manipulation, et a fait exploser la chose qui apparaît un peu comme une sorte de peau aux roses, alors qu'il n'y a rien de nouveau véritablement sous le soleil. Parce que si vous voyez d'ailleurs, ou en tout cas les points qui avaient été évoqués, ce sont des points généralement sur lesquels on savait que les uns et les autres, nous avions des divergences. Donc, ils nous ont exposé leur point de vue. Nous avons recueilli le texte. Ce texte, on n'a rien signé, rien adopté, rien accepté. On a juste pris un texte qui devait être mentionné chez nous et qui pourrait éventuellement faire l'objet de discussions pour savoir nous-mêmes quel est notre texte à prendre ou est-ce que nous sommes d'ailleurs prêts à engager des discussions sur cette base-là. Donc, c'est la phase 1 de toute discussion, la phase dite préliminaire, ou encore, pour être plus précis en négociation, une phase exploratoire. Voilà la situation actuelle dans laquelle on se trouve. Donc, pour le gouvernement, ça... Voilà les événements, les faits. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est les faits. On y arrive. C'est comme ça que les choses sont allées. Je pense que ça a été assez clair. Bon, il y a des gens qui parlent d'un bruit. Moi j'entends rien du tout en tout cas. Est-ce que vous m'entendez, professeur Le Gourmand, bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Je vous entends. Ok, donc vous avez parlé de cette question du dialogue. Vous avez bien dit que vous avez reçu un texte. Le texte qui a été proposé apparemment par les gens enfin, qui sont venus représenter le régime ou Mohamed Abdelaziz. Mais dans un tweet aujourd'hui, par exemple, ce matin, où Mohamed, le président du parti, parle que le texte a été modifié, que les gens qui ont fait fuiter ou qui ont donné les textes à d'autres gens qui l'ont publié dans les médias et tout, qu'ils ont changé, que c'est pas le texte originel qu'eux ils ont proposé. D'après ce que j'ai compris de son tweet. Écoutez, M. Maham est un juriste d'abord. Et il devrait d'abord, en tant que juriste, se dire qu'il y a dans toute discussion, quelle qu'elle soit, même avec vos pires ennemis, il y a un problème, comment dire, de sincérité et de convivialité. Même si c'est avec votre pire ennemi, si vous avez pris un certain nombre d'engagements minimum, vous devez respecter ça. C'est ce qu'on appelle un engagement préliminaire minimal dans toute discussion. Avant de tweeter ou de faire des déclarations ou de faire quoi que ce soit, il fallait d'abord que lui, qui était probablement au fait de ce qui se passe, que lui d'abord, il fasse le point avec ceux avec lesquels il était en discussion exploratoire. Il fallait d'abord qu'il, avant de, il fait comme maintenant, mais ça c'est la mode de, comment il s'appelle le président américain là, c'est la mode Trump, c'est la mode Trump. On tweet et on veut faire de la politique en tweetant ou on veut faire du droit en tweetant. C'est grave. Hein? Lui, on ne sait même pas de quoi il s'agit. L'opinion est encore frappée, ne sait même pas de quoi il s'agit. Et il nous dit que c'est un texte qui a été modifié ou que c'est un texte qui n'est pas modifié, etc. Ça, alors, comment voulez-vous que l'on discute de cette façon-là? Il est clair que c'est une position qui est juste destinée à brouiller les cartes et à semer la confusion. Les choses sont très claires. Lui, il sait le texte qu'il a remis, ou plutôt le projet qu'il a remis comme étant le projet qu'il voudrait voir discuter. Nous avons pris ça. Et nous avons pris ça pour voir de quoi il s'agit. Et nous allons décider et voir, une fois que l'on a vu, quelle est notre position que nous allons y donner.
Et nous avons nous-mêmes à préparer entre nous, parce que d'abord l'opposition ne s'est pas encore réunie pour ça. Ni le FNDU, ni le G8, ni aucun des partis politiques ne s'est encore vu pour prendre ou trancher une position de principe sur ces choses-là. On est à un niveau exploratoire. Et c'est parce qu'on est à un niveau exploratoire qu'on ne peut parler de position de qui que ce soit ou de parler d'un texte. C'est un projet qu'ils nous ont soumis. Ce n'est pas un texte qu'ils nous ont soumis. C'est des points de négociation qu'ils nous ont soumis. Et ces points de négociation, ils ont fait figurer tout ce que nous ne l'avons pas fait parce que nous n'avons pas encore eu à discuter entre nous au sein de l'opposition pour avoir notre propre texte de négociation. J'explique à ceux qui nous écoutent que dans une négociation, il y a des textes de négociation. Soit il y a deux textes de négociation que chacun amène et on discute pour faire un texte commun de négociation, soit on part sur un texte commun de négociation et chacun d'entre nous donne un point de vue. C'est ce qu'on appelle une phase de négociation. Mais avant cette phase de négociation, il faut d'abord la phase exploratoire. Il faut d'abord qu'on sache, est-ce que les uns et les autres sont décidés à négocier? Est-ce que vous êtes sérieux, messieurs du pouvoir, pour discuter? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on ouvre des discussions avec vous. Donc nous, on veut d'abord savoir quelles sont vos intentions. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Eux aussi, peut-être qu'ils ont aussi leur propre point de vue sur nous. Peut-être qu'ils veulent également apprécier si nous avons un point de vue, si nous avons aussi des choses à leur soumettre. Allez, ça, c'est leur problème. Mais nous, pour ce qui nous concerne, ils nous ont remis un projet de texte à étudier. Et ce projet de texte à étudier, nous l'étudions entre nous. Il n'est pas à soumettre à l'opinion parce que ce n'est pas un projet qui existe. Il n'existe pas. Il n'existe en rien. Il est juste des points que nous allons discuter entre nous. Et ce n'est que lorsque nous, l'opposition, c'est-à-dire la totalité du FNDU, la totalité du G8 aura vu ce projet, et lorsque tout ce monde-là aura vu si c'est sérieux ou ce n'est pas sérieux, qu'on aura à prendre une décision définitive d'engager ou non des discussions. Je précise bien, ce n'est qu'à ce moment-là que nous déciderons s'il faut ou non engager la discussion. Tout le reste, c'est ce que les uns et les autres, évidemment, là c'est en Mauritanie, hein. Et là on est dans les démarches politiciennes. Du président, du responsable de l'UPR, ce tweet est symbolique et significatif de l'état d'esprit de certains au sein de l'UPR. Il est clair que certains auprès de l'UPR adoptent des positions de provocation. Il y a sûrement des gens qui sont de bonne volonté dans la majorité, mais il y a clairement des gens qui, au sein de cette même majorité, sabotent et ne veulent pas que ce pays-là se normalise. Ce qui les arrange, c'est qu'il y ait une situation de confusion. Ce qui les arrange, c'est qu'on aille aux élections dans la bagarre, dans la confrontation. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait une confusion, peut-être même un chaos, pour en tirer je ne sais quoi. Donc c'est ça la réalité. Donc, professeur Le Gourmou, il faut bien aussi dire les choses en toute clarté parce que vous avez des expériences avec ce régime, vous avez des expériences de négociation que vous avez entamées en 2011-2013, donc c'est pas la première fois que vous engagez des négociations avec le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz. Après tant d'expériences, est-ce que vous pensez pas qu'il faut, avant d'entrer en n'importe quel processus de négociation, est-ce que vous pensez pas qu'il faut prendre ces précautions? Parce qu'apparemment aussi, RFD dit qu'il n'était pas au courant au sein du G8, que c'est la FNDI qui l'a engagé au nom du G8. Donc, je commence à vous transmettre certains commentaires. Il y a Mustafa Mohamed qui vous dit aussi. Donc, je m'étonne que les positions après tant d'efforts soient toujours en phase exploratoire. Bizarre. Non, mais attendez. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, lui et moi, sur ce qu'il entend par phase exploratoire. Écoutez, il ne s'agit pas ici de faire c'est pas de l'art, hein, c'est pas du théâtre qu'on est en train de faire, c'est une chose sérieuse. On fait de la politique. Et il ne faut pas que chacun dans son coin là fasse de l'imaginaire politique et imagine que les choses se déroulent de manière parfaite, un peu comme si tout est prêt, fait, fabriqué, etc. Et on vient, on montre les choses et ça se déroule. Ça ne se déroule pas comme ça dans la vie réelle. Dans la vie réelle, on est des êtres humains de chair et de sang, avec des ressentiments, avec des préjugés, avec des craintes, etc. On a une psychologie particulière chacun. Donc, il faut tenir compte de cette réalité de départ. Il y a bien une phase exploratoire dans toute négociation entre des adversaires. Je vous défie de d'ailleurs, c'est normal. Comment vous voulez engager une discussion avec quelqu'un si vous ne déterminez même pas
les conditions du sérieux dans lesquelles les discussions vont avoir lieu. Vous dites qu'effectivement, nous avons l'expérience dans le passé. Justement, c'est parce que nous avons une expérience dans le passé, que nous avons dit, nous ne rentrerons pas du tout comme ça dans une discussion claire et nette et formalisée avec vous, si nous ne savons pas qu'est-ce que vous voulez réellement. C'est tout. Maintenant, vous dites qu'il y a tel ou tel qui disent qu'ils n'ont pas été informés. Ils n'ont pas été informés de quoi? Ils n'ont pas été informés que les gens nous ont contactés. Il est difficile de poser ce problème dans ces termes parce que les uns et les autres, au sein de l'opposition, nous sommes d'accord qu'il faut dialoguer pour que la situation dans ce pays soit modifiée dans le sens pour avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Je dis bien, on est tous d'accord sur ce point. Maintenant, la mise en œuvre concrète, il dépend des uns et des autres. Il dépend, si vous voulez, de la posture que les uns et les autres vont avoir. Il y a le FNDU. C'est le FNDU qui a été contacté. Le FNDU ce n'est pas le G8, c'est le FNDU qui a été contacté. Le FNDU, quand on l'a contacté, on ne l'a même pas contacté en tant que tel, on a contacté des partis, les FNDU. Ces partis des FNDU ont dit, on va écouter d'abord ce que vous voulez nous dire, avant d'en parler aux autres. Ça, c'est l'attitude normale de quelqu'un qui est logique. Même vous, sur le plan personnel, quand quelqu'un veut faire des démarches auprès de vous, pour faire quelque chose auprès d'ailleurs, si vous êtes sérieux, vous allez d'abord lui demander est-ce qu'il est sérieux. Voilà. Il faut d'abord que vous me disiez, vous, est-ce que vous êtes sérieux? Moi, je ne veux pas aller contacter les autres comme un idiot ou comme je ne sais quel émissaire sans cervelle, comme un simple postier, sans position sur la lettre qu'il amène, sans savoir ce que vous allez me donner là, c'est quoi? Moi, si vous voulez m'envoyer voir les autres, je veux savoir le colis que vous me donnez là. Je veux savoir de quoi il s'agit. Quel est le contenu? Ah bon, vous allez venir me voir, me donner un colis, je veux que vous m'ameniez ce colis-là voir l'autre, sans que je sache de quoi. Non, j'explore d'abord pour savoir qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre contenu. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre colis? Je vais donc essayer de savoir est-ce que vous êtes sérieux. Une fois que je verrai que effectivement vous voulez réellement négocier, ou vous voulez réellement dialoguer, je vais voir les gens, je dirai, bon, il y a tel et tel qui sont venus me voir dans 2 séances ou 3 séances. Voilà ce qu'ils disent qu'ils sont prêts à faire. C'est à vous de décider. C'est ça la démarche sérieuse. C'est ça une démarche sérieuse. D'ailleurs, peut-être que certains des dialogues que nous avons faits ont péché par ça, par le fait qu'on n'a pas été assez précautionneux. On n'a pas fait très attention à ces démarches. Ce ne sont pas des préalables de négociation. Je répète ce que j'ai dit. C'est des démarches exploratoires pour sonder l'intention des uns et des autres. Je dois dire aussi une chose. Écoutez, il faut que chacun se mette dans la tête que ces élections-là où nous allons ne ressemblent à aucune des élections que nous avons vécues jusqu'ici. Aucune. Parce que ces élections-là sont des élections au cours desquelles, à terme, le président de la République quitte définitivement. Maintenant, quelles sont les conditions dans lesquelles il va quitter et qui sera là et quelles sont les conditions dans lesquelles des élections pourront se dérouler, etc. Ça, ce sont des questions nouvelles auxquelles on n'a jamais été confronté. Est-ce qu'il va quitter? Il l'a dit. On ne discutera pas aujourd'hui sur ça parce qu'il l'a dit devant tout le monde. Maintenant, s'il revient là-dessus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi-même, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que demain, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Hein. Et c'est valable pour vous, d'ailleurs, qui êtes en train de m'interroger. Hein. Et n'importe qui, peut-être que quelqu'un qui prend une décision aujourd'hui prendra une autre décision demain. On ne peut pas tabler sur les changements des gens. Nous, ce quoi on table, c'est le fait que le pouvoir aujourd'hui a accepté, en tout cas Ould Abdelaziz, a accepté le principe qu'il va partir. Ça, c'est nouveau. Maintenant, dans ces conditions, nous voulons déterminer comment les élections vont se dérouler afin que notre peuple ne soit pas du tout volé de sa position, de sa volonté. Donc ça, alors, c'est dans ces conditions-là. Ça nous conduit. Pardon? Professeur, ça nous conduit à la deuxième question. Donc, bon, en tout cas, c'est pour vous dire. Oui, ça, c'est juste pour vous dire notre état d'esprit. Notre état d'esprit est déterminé par le contexte. Un état d'esprit est toujours déterminé par un contexte. Un état d'esprit ne s'invente pas. On ne se réveille pas un matin et on décide qu'on va avoir une bonne ou mauvaise humeur. Ça n'a aucun sens. C'est le contexte dans lequel on se trouve qui détermine notre état d'esprit.
Nous, notre état d'esprit, c'est un état d'esprit déterminé par le contexte historique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Les gens du pouvoir sont venus nous voir et ils nous disent, messieurs, nous voudrions savoir dans quelles conditions on va ouvrir des négociations. On va leur dire, nous, on veut d'abord savoir, est-ce que vous êtes sérieux? On veut savoir, qu'est-ce que vous voulez d'abord? Avant que nous en parlions entre nous et de venir vous voir. On veut d'abord que vous nous disiez ce que vous voulez vraiment. C'est comme ça qu'ils sont venus à nous donner ce texte. Et lorsqu'ils nous ont remis ce texte, on a pris. Ce texte-là, les gens qui ont été, ont pris acte de ce texte. Ils ont pris acte et ils nous ont amené. Maintenant, ce texte-là est entre nos mains. Et maintenant, on est en train d'en discuter. Voilà, voilà la situation. Donc, Ok, donc ça nous conduit à la deuxième question, professeur, c'est la question des garanties de transparence pour l'opération électorale prochaine, parce que il y a beaucoup de gens, d'ailleurs tout le public de l'opposition parle et répète ça toujours, c'est qu'il ne faut pas qu'on aille dans un processus électoral sans avoir les garanties qu'il faut pour garantir que ces fraudes, d'ailleurs, vous êtes au courant de la fraude qui se passe maintenant en ce qui concerne l'UPR, donc la fraude qui s'est répétée pendant les dernières élections qu'on a fait. Donc, à propos de tout ça, ça nous conduit à la deuxième question. Donc, il y a Gaïtene qui vous dit, professeur, la politique du boycott devrait être bannie de notre tradition politique. Il y a Idoumour Salihi aussi, donc ça c'est une question importante, qui vous dit, l'unité de l'opposition est essentielle avant qu'on parle des élections. Sid Ahmed Sidi, si vous pouvez répéter vos questions. Donc, l'unité de l'opposition, les garanties de transparence, professeur. Bon, écoutez, je dois d'abord dire une chose. Hein. Il faut que chacun cesse d'être expert dans des domaines qu'il veut décider. C'est un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique. Les partis politiques, ce sont des acteurs de la vie politique. Et les gens y adhèrent selon leur choix. Chacun va dans le parti qu'il veut parce qu'il a une idéologie. Vous me suivez? Et chaque parti politique détermine sa politique en fonction de ce que veulent ses membres. L'opposition, en tant qu'opposition, détermine ses positions en fonction des choix de ses militants. Il est essentiel de le savoir. Maintenant, nous avons boycotté une série d'élections qui se sont présentées parce que ce n'étaient pas des élections. Et parce que nous savions que dans tous les cas, ces élections-là étaient juste destinées à assurer la succession de Ould Abdelaziz à lui-même, lorsqu'il s'agissait d'élections présidentielles, ou la succession de cette majorité, entre guillemets, qui était complètement expirée à chaque fois, parce que c'était des mandats expirés, et donc c'était des élections qui étaient destinées tout simplement à renouveler les mêmes majorités. Il n'y avait aucune garantie que le pouvoir avait voulu nous faire pour que ces élections soient normales. Et malgré tous nos efforts, et jusqu'au dernier moment, ils ont refusé. Et dans ces conditions-là, nous n'avons pas participé à ces élections. Et nous avons eu raison. La preuve, c'est que dans tous les cas de figure, on a vu la situation qui en est résultée, même ceux qui avaient participé à ces élections. Il y avait des partis qui avaient participé à ces élections et qui ont d'ailleurs boycotté au deuxième tour, parce que c'était ridicule. On a vu également le référendum dernier, dans quelles conditions il s'est déroulé, les magouilles qui ont eu lieu. Donc, les questions de nos boycotts, on ne pose pas le problème du boycott comme une question philosophique. Ce n'est pas est-ce que vous êtes boycottiste ou est-ce que vous n'êtes pas boycottiste. On boycotte en fonction de situations historiques déterminées, en fonction d'un contexte déterminé, après mûre réflexion, et sur la base de la démocratie interne des partis politiques qui sont en effet concernés. Maintenant, dans la situation, dans la conjoncture actuelle dans laquelle nous nous trouvons, ce que nous avons dit est très clair. Nous pensons qu'aujourd'hui, il doit y avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce que c'est celles qui peuvent nous assurer que ces élections-là seront apaisantes. Et apaisantes pour ce pays-là. Parce que nous voulons que Ould Abdelaziz quitte dans des conditions où il n'y a pas de chaos. Nous voulons que ce pays-là règle ses problèmes, qui sont des problèmes de fond qui se posent à lui, sans que cela ne débouche sur une cassure ou sur une rupture. Les problèmes sont connus. Ce sont les problèmes politiques, ce sont des problèmes économiques, ce sont des problèmes sociaux. Et à l'occasion de ces élections, il faut que chacun puisse prendre des positions, donner des programmes sur ces questions-là. Nous, en tant qu'opposition, notre devoir, c'est de nous unir. C'est de nous unir le plus largement possible
en ayant un programme qui soit un programme le plus inclusif possible, un programme commun de l'opposition. Et ce programme commun de l'opposition doit refléter les intérêts de notre peuple sur toutes les questions qui se posent et qui sont les questions essentielles à notre peuple, à la fois sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions de redistribution de richesses, sur les questions de corruption, sur les questions d'unité nationale, c'est-à-dire sur les questions de discrimination de toute nature qui existent et qui gangrènent ce pays, sur les questions de l'éducation dans notre pays, sur les questions de l'enseignement, sur les questions de la justice qui est par terre, sur les questions de la santé, notre pays n'a pratiquement plus de santé, sur les problèmes d'infrastructure, l'infrastructure n'est considérée aujourd'hui que des moyens de marché public, alors que sur le fond, on a des régions qui sont entièrement enclavées, etc., etc. C'est sur ces questions clés que le peuple veut que l'opposition donne ses positions. Le peuple veut que nous soyons une alternative à la situation actuelle. Et nous, pour cela, il faudrait que nous ayons un programme. Bien sûr, ce programme-là déterminera une position commune, parce que si on n'a pas un programme commun, on ne peut pas avoir une stratégie électorale commune. Mais avant ça, il faut qu'ensemble, nous luttions pour que ces élections-là soient des élections libres, démocratiques et transparentes, qui vont nous permettre, nous, que notre programme puisse, s'il est voté par le peuple, être le programme qui sera appliqué demain. Si nous avons le plus beau programme du monde, dans lequel tout est réglé, mais que les élections ne sont pas libres, démocratiques et transparentes, il est clair que ce programme-là sera juste un vœu pieux. Donc les deux aspects sont liés dialectiquement. On ne peut pas dire on fait ça et on laisse ça. On fait ça d'abord et on laisse ça. Les deux aspects sont intimement liés. L'opposition doit être forte pour pouvoir marquer le coup et être une alternative dans ce pays-là. Pour que ce pays-là puisse changer. Mais nous voulons que le pays change dans l'ordre. Nous ne voulons pas que le pays change dans le chaos et dans le désordre. Nous ne sommes pas là pour des règlements de comptes. Nous ne voulons pas régler des comptes à qui que ce soit. Nous voudrions que demain, nous soyons dans une situation telle que le pouvoir et l'opposition puissent alterner sans que quelqu'un puisse avoir peur pour sa propre vie ou pour ses biens. Nous voulons donc pour cela que toutes ces choses-là se déroulent dans les meilleures conditions et que les meilleurs gagnent. Ça, c'est ça notre position. C'est ça ce qui explique notre attachement au dialogue. Et c'est ça qui explique également que quand on nous dit qu'il y a lieu de venir dialoguer, mais nous nous disons si c'est sérieux, nous venons. Mais pour savoir que c'est sérieux, il faut d'abord discuter, il faut d'abord explorer les voies, il faut savoir d'abord jusqu'où vous pouvez aller. Voilà en gros ce que comment nous pensons. Donc, il y a Abdallah et Mohamed Ali qui vous pose une question toujours en relation avec les élections prochaines, qui vous dit bonsoir. Dans le cas où vous décidez de participer dans les élections législatives, est-ce que l'opposition formera une liste nationale unie ou chaque parti fera sa propre liste? Même si c'est un peu tôt, ouais. Non, ce n'est pas tôt, parce qu'ici, il y a une question de méthode. Et j'aimerais, effectivement, c'est une excellente question, et j'aimerais ici simplement rappeler quelle est la bonne méthode pour nous. La stratégie électorale, ça signifie tout simplement comment concrètement nous allons essayer de traduire nos positions pour que le meilleur de l'opposition gagne. Pour que l'opposition puisse finalement arriver au pouvoir. Parce que nous voulons prendre le pouvoir, nous voulons accéder au pouvoir, nous voulons gérer ce pays. C'est ça la réalité. Maintenant, comment faire pour gérer le pays? Pour gérer le pays, il faut avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous puissions nous-mêmes avoir la force nécessaire pour pouvoir gagner. Parce que tu peux avoir les conditions les meilleures au monde et ne pas avoir la force pour être élu. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est une question de stratégie interne à l'opposition. Alors, pour que l'opposition puisse aller avec une stratégie commune qui est absolument indispensable, parce que sans cette stratégie électorale commune, elle perd. Pour cela, il faut qu'elle ait un programme commun. Pour savoir est-ce que nous allons ensemble, il faut d'abord savoir sur quoi nous sommes d'accord pour aller ensemble. Tant que l'opposition n'aura pas un programme commun qui reflète ses intérêts, qui reflète les intérêts de notre peuple, et dans lequel se reconnaissent tous les segments, je dis bien, tous les segments de notre peuple. Un programme dans lequel les ouvriers, les paysans, les couches pauvres de notre population, les morts blancs,
les Maures noirs, Rati, Bilan, les Halpula, les Soninké, les Wolof, les Tchoubalo, les Griots, que sais-je encore. Si nous n'avons pas un programme dans lequel l'essentiel de notre peuple pourra se reconnaître, l'opposition ne sera pas porteur d'un programme, il sera porteur du vent. Et chacun allant de son côté, sans un programme commun, même si nous avons une stratégie de deuxième ligne qui consiste à faire désigner quelqu'un qui est bien placé, cette stratégie-là risque de ne pas marcher. Parce que n'ayant pas un programme commun, les gens ne vont pas se mobiliser au deuxième tour, par exemple. Je ne parle même pas de l'hypothèse d'avoir un seul candidat pour la présidentielle ou d'avoir des listes communes pour les législatives, municipales et régionales. Donc, il y a un préalable. Il y a un préalable absolu. Et c'est sur ça que je veux d'ailleurs que les gens se concentrent quand ils critiquent l'opposition. C'est de dire à l'opposition, tout, où est votre programme? C'est ça ce qu'il faut commencer par nous dire. Au lieu de nous dire, vos dialogues, il faut nous dire, tout, vous là, on a une opposition, on a aucun dit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour régler tel problème? Qu'est-ce que vous voulez pour régler tel autre problème? Et il faut nous poser des problèmes concrets pour que nous, l'opposition, nous vous disions qu'est-ce que nous en pensons. Pour ça, il faut que nous, l'opposition, nous soyons dans une posture où nous avons un programme. Et c'est quand nous aurons un programme qu'il y aura un élan dans ce pays. Et cet élan sera libérateur de ce pays. Mais il n'y aura pas d'élan si nous n'avons pas un programme empathique, un programme dans lequel le peuple mauritanien, dans son ensemble et dans sa diversité, se reconnaît. Si nous n'avons pas ce programme-là, dans lequel le peuple mauritanien, dans son ensemble, se reconnaît, eh bien, il n'y aura pas d'élan. Et s'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de chance de gagner les élections. C'est ça la vérité. Maintenant, la stratégie électorale, eh bien, elle sera déterminée lorsque nous aurons défini un programme commun. En tout cas, les partis qui ont défini ensemble un programme commun, quel que soit leur nom, alors ces partis-là pourront en effet aller ensemble aux élections. Ils définiront ensemble une stratégie électorale commune. Voilà pour ma part ce que nous pensons, en tout cas ce que moi je pense, pour ce qui concerne les rapports entre le programme et la stratégie électorale. Donc il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Il faut d'abord que nous posions le problème du programme. Ensuite, dans une seconde étape d'ailleurs qui doit être très courte, parce que les élections, ce n'est plus très loin. Une fois que nous aurons déterminé ce programme, alors nous allons passer à la phase de la stratégie électorale. Alors, je voudrais aussi dire une chose. On a dans ce pays-là, ce n'est pas d'ailleurs seulement en Mauritanie, mais c'est valable dans tous les pays africains, et peut-être même au-delà, il faut relativiser les choses. Nous avons l'habitude de nous flageller, de nous frapper. Nous frapper là est devenu notre principale activité. Et là, nous passons tout le temps à nous critiquer nous-mêmes. Et plus la critique est dure, plus on est heureux. C'est cool, comme disent les jeunes maintenant. Cool. Il faut voir les choses positivement. Quelles sont les choses positives? Mais vous, depuis 2009, mais l'opposition a toujours été unie dans ce pays-là. Mais regardez autour de vous. L'opposition n'a jamais, jusqu'au moment où je vous parle, l'opposition n'a jamais été dispersée en Mauritanie. Il y a toujours eu des coordinations. Il y a eu des forums. Il y a eu des fronts. Il y a eu, regardez depuis 2009 jusqu'ici. Il n'y a pas eu une seule année, je dis bien une seule, d'ailleurs je vais être plus précis, il n'y a pas eu un seul mois dans l'existence politique de ce pays sans qu'il y ait une coordination des partis d'opposition. Citez-moi un seul mois de l'année, depuis 2009 ou 2008, où l'opposition n'a pas eu une coordination. Il n'y en a pas. Donc, il faut arrêter de nous raconter ce cinéma qui est en train de devenir une vérité fausse, qui consiste à dire l'opposition n'est pas unie, tout le monde n'est pas unis. C'est faux. Nous sommes unis. Mais l'unité bouge, l'unité n'est pas figée. Une unité, c'est vivant. Aujourd'hui, il y a tel qui est dans le parti, il quitte et puis il revient ou il ne revient pas, mais il y a d'autres qui viennent. Ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Même notre propre constitution, nos propres cellules ne sont pas figées. Vous savez, tous les jours, nous changeons. Constamment. Nous modifions nos cellules. À plus forte raison que d'autres êtres humains ou d'autres partis politiques ou d'autres groupements. Et la réalité, c'est que nous sommes des agrégats. Aujourd'hui, il y a un forum qui regroupe je ne sais quel nombre de partis politiques. C'est sans précédent. 15 partis. Il y a combien d'organisations de la société civile? Il y a combien de syndicats? Il y a combien de personnalités indépendantes au sein du forum? Mais c'est extraordinaire. Le G8.
calculez le nombre de partis politiques qui figurent dans le G8. Vous allez voir que pour l'essentiel, ils regroupent toute l'opposition, même la majorité d'ailleurs. Et ça, c'est une qualité, aussi bien de la majorité d'ailleurs que de l'opposition en Mauritanie. C'est que nous avons l'habitude de nous regrouper. Nous ne sommes pas un pays de chaos, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Nous sommes un pays de regroupement. C'est-à-dire que nous sommes un pays de dialogue sur le fond, socialement parlant. Maslaha, ça, c'est ça la réalité sociologique de notre pays. Et nous avons tous, bien sûr, maslaha ne veut pas dire qu'on ne se bagarre pas, qu'on ne peut pas se dire des choses dures. D'ailleurs, nous avons l'habitude de nous dire des choses très dures. Mais en définitive, nous le faisons dans un cadre organisé, dans des cadres d'unité. Ça, c'est la vérité. Même s'il y a des partis de l'opposition ou du pouvoir qui peuvent avoir des malaises à tel ou tel moment, fondamentalement, ils se retrouvent dans des groupes unis. Il n'y a jamais eu de rupture entre nous. Mais regardez dans les autres pays, vous allez voir. Dans les autres pays, vous avez des partis politiques solitaires qui prennent des positions solitaires. C'est au moment des élections, quand les élections sont terminées, que les gens vont négocier des places ou négocier des postes. Mais en Mauritanie, ça n'a jamais été comme ça. Nous allons aux élections ensemble, nous boycottons ensemble. Les gens de la majorité, ils sont ensemble là-bas, parfois dans des pires conditions, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont ensemble et c'est des regroupements. Donc, il faut cesser cette espèce de fable qui consiste à dire que l'opposition est divisée. L'opposition n'est pas divisée. Seulement, elle doit, étape par étape, négocier ces passages pour être conforme et en conformité, si vous voulez, avec les contextes et avec les situations. Aujourd'hui, nous devons élever à un niveau plus grand et de manière plus profonde, mais le niveau de notre unité. Nous devons aujourd'hui travailler pour qu'il y ait un vaste regroupement de l'opposition sur la base d'un vaste programme. C'est ça la réalité. Toute l'opposition doit se retrouver pour discuter ensemble, tenir, je ne sais pas moi, peut-être des assises, sur la base de choses qui seront discutées et avoir un programme. Et ce programme-là, c'est lui ils vont le porter face au pouvoir pour que l'alternance qui va avoir lieu et qui qu'impose la Constitution, que cette alternance se fasse en notre faveur. Si nous voulons que notre peuple nous soutienne, il faut que nous soyons unis sur la base d'un programme. Pas seulement unis, mais sur la base d'un programme. Et que ce programme soit visible, qu'il puisse être critiqué, que les gens puissent effectivement sur ce programme donner leur opinion. Et ce programme doit être construit par tout le monde. Ce n'est pas des gens qui vont se retrouver dans une chambre en Nouakchott, qui vont discuter entre eux et qui vont pondre un texte. Il faut que ce soit un programme participatif, c'est-à-dire un programme dans lequel tous ceux qui se disent de l'opposition, aussi bien en Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, vont donner leur opinion, non seulement à l'intérieur du pays, mais dans la diaspora, donner leur opinion pour que tous les segments de la société mauritanienne, à travers cette opposition, donnent un point de vue alternatif. Si on gagne, on ne l'appliquera pas. Si on perd, on sait déjà que nous avons un programme sur la base duquel nous allons faire notre opposition. C'est ça en réalité, raffermir l'opposition, approfondir les conditions de la lutte de l'opposition et préparer les conditions de la victoire. Très bien. Donc, professeur, ça c'est une question de ma part. Donc, je vais vous poser une question, je vais vous lire quelques commentaires, parce que comme je vois qu'il y a des questions qui sont assez importantes. Donc, de ma part, le candidat comme un professeur Le Gourmand, franchement, est-ce qu'on a le droit de rêver? Donc, je le formule de cette façon. Donc, après, vous allez... Je vous dis que ça, c'est une question de ma part. Oui, là, vous m'entendez? Oui, oui. Donc, c'est une question de ma part. Quand on parle des élections prochaines, je vais utiliser les termes de rêver à propos du candidat commun dans les élections prochaines, en ce qui concerne l'opposition. Est-ce qu'on a le droit de rêver de ça, en tant que jeunesse, en tant que population qui soutient l'opposition? Donc, il y a Ali, donc je vais vous lire en même temps quelques questions. Vous parlez de la présidentielle? Oui, tout à fait. Donc, je vais vous lire quelques... Ouais, de la présidentielle, ouais. Donc, je vais vous lire aussi quelques commentaires parce que j'en ai vu quand même des choses qui sont assez importantes. Il y a Ali Younfal qui vous dit: j'aimerais savoir qui vont voter tandis que la moitié de la population sont dénis de leurs droits civiques. Badel Sataba vous dit: le comment de l'opposition est imminent, sinon c'est mort. Il y a le comment de l'opposition, c'est imminent, sinon c'est mort. Sinon après, ça sera trop tard. Vous m'entendez, professeur? Oui, je vous entends. Donc, il y a Abdallah et Mohamed Ali aussi qui vous dit: dans le cas où certains partis du G8 décident de boycotter les prochaines élections, quelle sera la position du FNDI? Décider de boycotter? Oui. Quelle sera dans le cas où certains
partie du G8 décide de boycotter les prochaines élections, quelle sera la position du FNDI qui avait commencé la phase exploratoire? Donc, il y a beaucoup de commentaires à propos. Donc, ça, c'est en général. Puis après, on va passer à la question syrienne, si vous le permettez, bien sûr. Oui, bon, d'abord, là, on ne peut pas faire de la spéculation. Moi, en politique, je pense que la spéculation, on doit la faire dans les chambres. Et la spéculation ne peut pas être publique. Parce que si elle est publique, elle entretient des illusions. On peut discuter dans une chambre, à deux ou à trois, faire des analyses spéculatives, mais comme ça, en public, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, les G8, autant que les FNDU et toute l'opposition, est constituée par des politiques qui ont vocation à participer à des élections. Je dis bien qui ont vocation à participer à des élections. La participation à des élections est naturelle dans un parti politique ou chez un parti politique. Maintenant, si les conditions ne sont pas remplies, chacun va se déterminer en fonction de ce qu'il pense être indispensable ou nécessaire pour son parti. Les groupes que nous représentons, les FNDU, ainsi que les G8, nous nous sommes constitués précisément pour que, sur des questions politiques de cette nature, que nous ayons des opinions qui soient des opinions communes, par consensus. C'est ce que nous avons toujours fait. Pour le moment, la question de boycotter ou non, aujourd'hui, nous pensons et nous disons qu'en tant que parti politique, nous travaillons pour que les élections se déroulent et pour que nous puissions participer. C'est ça notre position. Et si nous disons au pouvoir qu'il faut absolument que nous discutions, que nous dialoguions, c'est parce que nous pensons que les discussions et les dialogues rendront notre participation effective, sérieuse, et rendra la vie politique normale. Voilà la position. Maintenant, si demain, il y a une situation exceptionnelle qui se présente et que les élections sont impossibles ou que les élections se déroulent dans des conditions qui sont des conditions même pas minimales, ça c'est autre chose. Ça, chaque parti politique prendra sa position et chacun prendra son point de vue. Voilà un peu ce que je dis. Ok, donc. Mais il ne faut pas rendre toxique voilà. La question, alors que la question ne se pose pas aujourd'hui. Bon, alors pour ce qui concerne qui va voter, évidemment. Mais je signale à ceux qui ont posé la question de savoir est-ce qu'il faut parler de dialogue ou de voter alors qu'on ne sait même pas qui va voter. Mais je dis justement, monsieur, mais justement, c'est parce qu'il y a des problèmes notamment liés à ce qu'on appelle la liste électorale, les inscriptions sur les listes, que nous pensons qu'il faut discuter et dialoguer. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va discuter? De sandwich? On va discuter de sandwich? Ou bien on va discuter de spaghetti? On discute de tout ce qui se pose dans ce pays-là et qui empêche les élections d'être libres, démocratiques et transparentes. Ça doit être clair. Donc, parmi les points que nous allons discuter, il y a le problème du recensement. Il y a le problème de l'inscription sur les listes électorales. Il y a le problème de l'audit de ces listes électorales. Il y a le problème de la CENI. Il y a le problème il y a énormément de problèmes qui doivent rendre crédibles ces élections. Pour le reste, maintenant, bon, ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais nous agissons de manière rationnelle. Hein. Nous n'agissons pas par subjectivisme ou par préjugé ou par je ne sais quoi. Nous agissons rationnellement. Et ce qui est rationnel, c'est qu'on sait bien dans quelles conditions une élection est normale ou n'est pas normale. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais un enfant de 7 ans, dans ce pays-là, connaît ce que c'est qu'une élection normale. À plus forte raison que des vieux flibustiers comme nous, de la politique. Donc, nous savons bien ce dont nous allons discuter. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. C'est les mêmes problèmes qui se posent. Ce que nous voulons maintenant, c'est que ces choses-là, sur lesquelles nous avons toujours eu des revendications, que ces choses-là soient prises en compte. Nous voulons qu'aujourd'hui, dans ce pays, que les élections soient normales. Maintenant, ceux qui nous disent, oui, au lieu de discuter de ça, discutez d'abord de tel problème ou tel problème, mais ça, c'est votre point de vue, monsieur. Nous pensons que tout est discutable dans ce pays. Nous pensons qu'il y a des questions qui sont fondamentales, qui ne peuvent être réglées que par le jeu de l'alternance. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un qui fait de la discrimination cesse sa discrimination comme ça. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un qui fait dans la dictature ou dans la république, qu'il vous donne comme ça facilement, et comme ça, sur un coup de tête, qu'il vous donne les meilleures des conditions, c'est pas comme ça. On discute. Et dans la discussion, chacun aligne ses armes. Chacun montre ce qui est dans son intérêt. Et chacun essaie de défendre son intérêt dans la limite de ce qu'impose la Constitution et dans la limite de ce qu'impose le rapport de force nationale et internationale. Et c'est à la suite de ça, et après avoir judicieusement calculé, qu'on va tomber d'accord sur quelque chose qui arrange tout le monde. Parce qu'une négociation, elle est destinée à faire en sorte que chacun attire son compte. D'ailleurs, le plus souvent, une négociation comme celle-là
chacun est mécontent à la fin. Ça veut dire que tout le monde est content. Parce que si toi tu es mécontent, moi je suis content que tu sois mécontent et inversement. Donc c'est ça la dialectique d'une négociation. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais sur le fond, c'est qu'une discussion, elle est destinée à faire en sorte que chacun trouve son compte fondamentalement. Nous, notre compte dans l'opposition, c'est d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes dans laquelle, en définitive, le peuple mauritanien aura à dire son dernier mot. Et ce dernier mot, on va en tenir compte. Il est temps de terminer avec ces élections dans lesquelles le pouvoir, en définitive, s'accapare et fait ce qu'il veut. Vous avez vu cette campagne d'implantation-là, effrayante, à laquelle on assiste aujourd'hui dans ce pays. C'est parce qu'on a créé une dynamique qui n'a plus une dynamique d'implantation, c'est une dynamique dans laquelle, en fait, le pouvoir caporalise par des voies les multiples. On achète des cartes, on pousse les gens, on joue sur les sentiments ethniques, sur les sentiments tribaux, on joue sur la concurrence ou des rivalités internes pour que chacun mobilise le plus de gens possible en indiquant des voies et des orientations qui n'ont rien à voir avec l'implantation. Et ça vous donne cette espèce de raz-de-marée formelle, comme on l'avait vu à la veille du référendum. Souvenez-vous du méga meeting. Est-ce que vous vous rappelez? Tout le monde a oublié le méga meeting là de Nouakchott à la veille du référendum. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais qui n'est pas sorti? Est-ce que vous vous rappelez du nombre de gens? Et regardez ce qui s'est passé le lendemain quand il a fallu passer aux urnes. Les mêmes individus qui la veille se présentaient à Nouakchott et qui étaient dans le you-you sont les mêmes qui sont restés chez eux en boycottant en fait. Mais ça se déroule comme ça depuis 1900, je ne sais pas combien. C'est toujours comme ça. Donc, nous, ce que nous voulons justement, c'est une normalisation qui fera en sorte que les gens se détermineront librement. Que ce ne soit pas un jeu d'illusion ou de prestidigitation que le pouvoir entreprend comme il le fait depuis 30 ans ou 40 ans, en trompant les masses, en trompant les gens, en jouant sur ces illusions et en jouant sur les mauvais sentiments des gens. Ce que nous voulons, c'est que les gens se décident sur la base de leur propre conception, sur la base de leur propre volonté. C'est ça qui explique le jeu de l'opposition. Très bien, professeur. Donc, je vais vous transmettre encore des questions. Donc, ça sera les deux dernières questions à propos de la question mauritanienne. Donc, d'une façon brève, puis après, on passera sur le thème syrien. Je sais qu'on vous a retenu longtemps. Donc, voilà. Donc, Sana Baba vous dit, depuis tout ce temps, l'opposition n'a pas encore un programme. À force de boycotter, je pensais que l'opposition passait son temps à peaufiner un programme. Moulay Diop vous dit, je vois la même stratégie de rencontre de Dakar. Donc, il veut dire que c'est la même stratégie qu'Aziz, c'est les mêmes magouilles que le président Aziz veut répéter aujourd'hui. Donc, s'il y a d'autres questions un peu importantes, il y a Badel Sataba qui dit on joue sur la misère des citoyens. Abdelrahman Fall, boycott n'est pas une solution. Voilà, donc ça c'est à peu près ça. Puis après, on passe à la question syrienne. Bon, alors, c'est lui ou celle qui pensait que l'opposition a un programme depuis qu'il boycotte. C'est que peut-être qu'on ne s'entend pas sur ce qu'on appelle un programme. Moi, j'ai un programme stratégique pour ce pays depuis 50 ans. Et ceux avec lesquels je médite depuis 50 ans. Nous savons très bien ce que nous voulons. Mais le fait est qu'il faut actualiser ça. Et l'actualisation des programmes, c'est ça, ce que signifie. On actualise, c'est-à-dire on tient compte des évolutions qui sont intervenues. On tient compte de ce qui paraît aujourd'hui être le plus urgent et on programme les choses de manière claire et nette. Et on dit aussi aux gens comment on compte arriver à ce que nous avons proposé. C'est ça un programme. Il ne s'agit pas simplement de dire nous voulons que le pays soit parfait. Ça, c'est facile à dire. Il ne suffit pas de dire oui, tout le monde sera égal à tout le monde et que demain, les richesses du pays seront partagées entre tous ses fils. Non, non, non. Ça, c'est les objectifs stratégiques. Mais un programme détermine précisément ce que nous voulons concrètement. Il dit comment nous entendons partager. Qu'est-ce que nous allons partager? Comment on va aider les plus pauvres? Comment on va aider les gens pour qu'ils aient une assurance sociale et qu'étant pauvres, qu'ils puissent quand même être soignés, même s'ils n'ont pas les moyens pour le faire? Comment on va donner la chance à tous les Mauritaniens d'amener leurs enfants à l'école, même quand ils sont pauvres? C'est ça un programme. Et voyez-vous, ce n'est pas quelque chose que l'on rêve dans une chambre. Il faut que ce soit étudié et étudié sur la base de la connaissance réelle de l'état de notre pays, de ses richesses potentielles, de ce que nous pouvons utiliser comme moyen pour parvenir à ces objectifs. C'est ça un programme. Et un programme, ça se travaille. Et c'est une lutte même très ardue.
Et c'est parce que justement, on n'a pas cette habitude qu'on pense que c'est comme un dessin. Hein. On pense souvent que le programme, c'est comme un dessin. J'ai une feuille blanche, j'ai un crayon, j'ai une gomme, je reste dans ma chambre, je dessine ce que je veux dessiner, une belle chambre, une belle maison, et le programme est là. C'est pas comme ça. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile que ça. En ce qui concerne maintenant la question de savoir si nous pourrions faire face aux défis que pose la situation, je vois ça. Eh bien, j'ai dit, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. L'opposition, comme elle a pu, a pris ses responsabilités. Je dis bien comme elle a pu, parce que je suis le premier à reconnaître d'ailleurs qui n'a pas cette faiblesse. Mais je suis également celui qui dit que ces faiblesses, malgré tout, n'ont pas empêché l'opposition d'être debout. L'opposition est debout. Elle n'a jamais flanché. Et elle ira jusqu'au bout de sa logique qui est celle d'avoir une alternance crédible. Elle veut gouverner, mais elle veut gouverner dans la clarté et dans l'unité de notre patrie. Elle veut que notre patrie sorte de l'impasse aujourd'hui. Elle veut que notre patrie soit une patrie qui reconnaisse tous ses enfants, qui reconnaisse le droit de chacun d'entre nous. Que notre patrie ne soit plus la patrie de certains au détriment des autres, mais que ce soit une patrie qui égalise ses enfants, qui donne à ses enfants l'espoir de vivre dans un pays normal. Voilà ce que veut l'opposition. Voilà sur quoi travaille l'opposition. Voilà ce que va porter le programme de l'opposition. Et c'est ça qui rend l'exigence de dialogue pour l'opposition une exigence fondamentale. Nous ne nous aplatirons jamais. J'ai dit que nous ne nous aplatirons jamais. Jamais nous n'accepterons que tout cela se passe, quoi que ce soit, dans le développement des intérêts de notre pays. Dans ces limites, nous sommes prêts aux concessions nécessaires. Nous sommes prêts à faire les concessions nécessaires pour que les pays avancent. Nous sommes prêts à faire les sacrifices nécessaires pour que les élections qui vont avoir lieu soient des élections inclusives. Nous sommes prêts à tendre la main au pouvoir, à toutes les autres fractions de l'opposition pour que nous puissions sortir de la situation actuelle et pour que nous ayons des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais nous le ferons dans la dignité. Nous ne le ferons pas sous un diktat. Nous ne le ferons pas sous l'imposition. Aucune dictature ne nous imposera une ligne de conduite. Aucun tweet, je dis bien aucun tweet, ne nous imposera une position quelconque. Parce que ce pays n'appartient pas à quelqu'un. Ce pays n'appartient pas à ceux qui décident actuellement. Ce pays, il est pour le fils et les fils de notre nation. Il est pour notre patrie. Ce pays appartient au peuple mauritanien. Et c'est au peuple mauritanien de décider de son avenir. C'est lui qui dira ce qu'il veut faire de ce pays-là. C'est lui qui veut engager une lutte pour que ce pays-là soit un pays à la hauteur des nations modernes de ce pays du monde. Elle veut que nos richesses soient les richesses qui soient les richesses de chaque Mauritanien. Et il faut que chaque Mauritanien s'y retrouve. C'est ça le discours de l'opposition. Et c'est ça que nous attendons de ce programme. Et c'est ça, c'est ça, au fond, le véritable enjeu des élections. Très bien. Donc, un petit volet d'espoir. Il y a Mohamed Ahmed Benan qui dit l'avenir est pour l'opposition. La prochaine fois, ça sera la bonne. Le pays a besoin du changement. Espérons. Donc, on passe au deuxième thème. Professeur Le Gourmand, qu'est-ce que vous pensez des missiles jolis, intelligents et précis? Bon, on a eu droit à des missiles extrêmement intelligents qui ont tapé sur on ne sait quoi. Parce que jusqu'ici, on nous a dit que ça a tapé sur des trucs, à moins que les Syriens et les Russes soient réellement. Du point de vue juridique aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une frappe qui a plus, enfin, c'est une frappe politique plus qu'elle soit une frappe militaire? Quelle sera la réaction des Russes, des Hezbollah, de l'Iran? D'abord, ouais. Alors, sur le plan juridique, ces frappes-là sont caractéristiques de l'état de dégradation dans lequel nous vivons aujourd'hui dans ce monde, dans les relations internationales, et spécialement dans le droit international. Parce que la Charte des Nations Unies, article 2, paragraphe 4, interdit tout usage de la force qui soit l'expression de la politique nationale d'un État. Il interdit que l'on fasse usage de la force en partant seulement de ses intérêts dans les relations internationales. Et il renvoie, pour ce qui concerne l'usage de la force, aux conditions qui sont définies dans ce qu'on appelle le chapitre 7. Et il dit que pour cela, il faut qu'un usage de la force obtienne soit l'autorisation, soit même obtienne une injonction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Autrement dit, vous ne pouvez user de la force que si vous êtes autorisé à le faire ou lorsque vous le faites avec un mandat.
du Conseil de sécurité, à moins que ce soit une agression qui a été faite contre vous et que vous soyez en situation de légitime défense. Nous avons, il est clair que ce qui s'est passé hier nuit, est aux antipodes, dans l'opposition complète de ces exigences de la Charte des Nations Unies. On a vu d'abord depuis une semaine des gens dire qu'ils vont bombarder, qu'ils vont bombarder, qu'ils vont bombarder. Donc, ils ne sont pas en situation de légitime défense, parce que la légitime défense, c'est lorsqu'on vous attaque. Ils promettent de bombarder sans passer par le Conseil de sécurité. Donc, ils violent leurs engagements, et d'autant plus gravement que ce sont trois, je dis bien trois, des puissances qui disposent du droit de veto, c'est-à-dire des trois puissances qui disposent d'un véritable privilège aristocratique international à l'intérieur des Nations Unies. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Donc, ils ont violé le dispositif de la Charte. Ensuite, sur le plan interne, il est douteux que leurs actes soient conformes à leurs constitutions respectives. Parce que l'esprit de leur constitution, c'est qu'on ne peut pas faire la guerre sans que les autres représentants du peuple, que sont les parlements, ne soient associés d'une façon ou d'une autre. Or, il est clair que, et d'ailleurs on le voit même en France, par exemple, on l'a vu aussi dans les autres pays, hein, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, des représentants du peuple, des députés, des sénateurs, etc., monter au créneau pour dire que cette attaque ou cette violation des règles du droit international, eh bien, n'est pas conforme à la Constitution. Donc, du point de vue juridique, aussi bien du point de vue du juridique interne que du point de vue juridique international, ce qui s'est passé hier est quelque chose de très grave. Maintenant, sur le plan politique ou géopolitique, c'est très grave aussi parce que c'est une dégradation. C'est quelque chose qui exprime la dégradation dans laquelle s'agit, la dégradation d'esprit dans laquelle s'agitent certaines puissances. Parce que les États-Unis, ici en l'occurrence, eh bien, ont décidé que parce qu'il y a des journalistes qui ont dit qu'il y a eu usage d'armes chimiques, eh bien, on considère qu'il y a eu usage des armes chimiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire à la défense américain qui l'a dit. Qui a dit que les États-Unis ne disposent pas de preuves, mais d'indices, d'indices qui ont été révélés par la presse. Mais c'est fou. Ça veut dire donc que maintenant, les décisions d'usage de la force dans les relations internationales, eh bien, ces décisions dépendent de ce que la presse dit. Mais quelle presse? Quels sont les journaux qui le disent? Alors, supposez maintenant que les Russes, ou que les Chinois, ou que les Mauritaniens, ou que sais-je encore, décident qu'une presse a dit que celui-ci a violé le droit international, ou bien a envoyé des armes chimiques ou bactériologiques. Alors, donc, ils ont le droit également d'envoyer leurs missiles, ces gens, parce que la presse a dit. Donc, c'est la presse désormais qui autorise l'usage de la force dans les relations internationales. Voilà la situation dans laquelle aujourd'hui nous met le monde, cette ultime, cette énième intervention contraire au droit international. On l'avait vu en Irak, hein, on l'a vu à plusieurs reprises, on l'a vu en Libye, comment certaines puissances manipulent les règles de droit international. D'ailleurs, manipuler les règles en question, c'est une façon de parler, mais en fait, comment ils mettent de côté, ils écartent les règles de droit international pour les substituer à leur propre volonté. Et comment donc la volonté de certains se transforme aujourd'hui en véritable règle de droit qui s'impose au reste de la communauté internationale. Mais jusqu'à quand? Il est clair qu'une telle situation peut compromettre la paix et la sécurité internationale. Parce que s'ils n'avaient pas préalablement averti les Russes, etc., ce qui aurait pu se passer, c'est une riposte. Et cette riposte militaire russe ou iranienne peut provoquer une escalade qui peut nous mener vers la guerre nucléaire. Voilà la situation dans laquelle se situe. Très bien. Donc, je vous lis quelques commentaires, puis après, je vais vous laisser faire le dernier mot. Il y a Ruqayya Tungade qui dit: peut-on encore parler de droit international si les États-Unis peuvent frapper impunément et de façon répétée, sans mandat de l'ONU, ceux qui refusent leur diktat? Sid Ahmed Sidi vous dit aussi: quel sera l'impact des frappes sur l'échiquier diplomatique? Mohamed Sidi Oudman: l'application de l'article 7 est sélective, n'oublions pas les vétos. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Donc, ça sera voilà. Bon, est-ce qu'on peut parler de droit international? Oui, il faut parler de droit international, justement parce qu'on le viole. Si on ne parle pas de droit international, ça veut dire qu'on ne le viole pas. Or, il faut parler de droit international. Il faut dire qu'on a violé le droit international. Le droit international existe.
Il existe, c'est entier du droit. Le droit ne s'applique pas de lui-même, ce sont les gens, les sujets de droit qui appliquent le droit. Mais le droit lui-même, c'est une règle. Maintenant, la règle, on la connaît ou on ne la connaît pas. Si elle existe, on l'applique. Maintenant, si on ne l'applique pas, ça ne veut pas dire que la règle n'existe pas, elle existe. C'est justement parce qu'elle existe qu'on dit qu'on ne l'applique pas. Donc, il faut réaffirmer l'exigence d'application des règles de droit international, qui sont très claires en la matière. En la matière, les règles de droit international sont très claires. Il y a eu une véritable agression subie par la Syrie. Et il y a une menace contre la paix et la sécurité internationale qu'a représenté cette attaque de ces trois puissances contre certaines infrastructures syriennes. Je signale d'ailleurs, et ça c'est formidable de le rappeler, il y a une organisation qui est spécialement dédiée, et qui dépend des Nations Unies, qui est spécialement dédiée à aller vérifier l'utilisation des armes chimiques. C'est l'OIAC. C'est une organisation destinée à contrôler l'usage, l'utilisation des armes chimiques qui sont interdites. Or, au moment où ces messieurs décideurs de cette attaque se lançaient dans leur entreprise, il y avait, voyez-vous, une délégation de l'OIAC justement sur place. Et cette délégation était censée être envoyée dans le cadre de leurs activités onusiennes pour vérifier les allégations. Et ils étaient dans la Ghouta, c'est-à-dire dans la partie qui sera attaquée, où on avait dit qu'il y a eu effectivement l'utilisation de ces armes chimiques. Mais on est où là? Ça veut dire donc que c'est des institutions qui sont des institutions neutres, parce que celles de l'ONU, et dont les membres ne sont pas du tout des Russes, ni des Iraniens, ni des Syriens, etc., dont les membres donc se rendent en visite de travail sur place, dans les enquêtes, eh bien on fait comme s'il n'existe pas, personne n'en parle. Est-ce que vous avez entendu parler par les puissances en question de l'existence même de cette organisation ou de l'enquête? Est-ce qu'on en a entendu parler? Est-ce que même on a remis en cause l'existence de ces gens-là en disant oui, ces gens qui vont, on n'y croit pas? Pas du tout. Voyez-vous, ce qui se passe dans cette histoire, c'est le silence complet, complet. Personne ne sait qu'au moment où les missiles frappaient cette région-là, cette partie du monde, eh bien, il y avait des enquêteurs onusiens qui étaient sur place pour vérifier l'existence, la réalité de ces attaques chimiques. Peut-être qu'elles ont eu lieu, mais qui nous dit que ce ne sont pas justement les autres protagonistes qui l'ont fait pour attirer justement les attaques en question? On n'en sait rien. C'est peut-être Bachar el-Assad, c'est vrai. Je suis loin de penser que Bachar soit un enfant de cœur. Ça, c'est évident. Je suis loin d'ailleurs aussi de penser que Poutine soit un enfant de cœur. Ça, il faut être clair. Mais cependant, techniquement, juridiquement, la façon dont les choses se présentent, il est évident que la violation du droit se trouve dans un côté, et on connaît ce côté-là. C'est ceux qui ont attaqué qui sont responsables de la situation. Très bien, professeur. Donc, je sais que je n'ai pas respecté les créneaux horaires, mais vous savez, avec vous, on peut, machallah, c'est tellement intéressant qu'on peut en rester parler des jours et des jours. Donc, je sais que je pense que ça a été assez clair. Je vous laisse faire le dernier mot. Je vous laisse faire le dernier mot. Puis après, j'ai essayé de faire une traduction en arabe parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament la traduction en arabe. Bon, je suis désolé d'ailleurs d'avoir pas pu intervenir également dans les autres langues nationales, en arabe, et aussi en poulard, en wolof et en soninké. Je suis extraordinairement restreint de ce point de vue-là. Techniquement aussi, il fallait peut-être prendre les mesures pour que tout le monde soit en mesure d'entendre. Donc, je m'excuse si effectivement ça a été très restreint de ma part d'utiliser une langue que tout le monde ne parle pas. Mais bon, l'essentiel pour moi, c'est que d'abord, c'est une excellente initiative. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis d'essayer de m'expliquer sur un certain nombre de choses. Je sais que notre préoccupation actuelle à tous, quel que soit le bord politique auquel on appartient, notre préoccupation à tous, c'est d'essayer de faire en sorte que nous ayons un pays normal, qui signifie donc que le jeu démocratique, que le jeu des élections en particulier qui se profilent, ne soit pas un jeu détourné. Que ce jeu donc ne soit pas détourné dans des buts ou suivant des orientations inavouées. Nous, dans l'opposition, nous réaffirmons deux choses. Nous réaffirmons notre disponibilité à engager des discussions sérieuses avec le pouvoir et avec toutes les formations politiques dans ce pays-là pour trouver un compromis qui rende possible une transition apaisée.
nous le réaffirmons. Nous disons que si cela n'a pas lieu, ce ne sera certainement pas de notre faute. Ce dialogue n'a toujours pas eu lieu. Il y a eu des tentatives qui ont été faites qui sont des tentatives, disons, exploratoires. Ces tentatives exploratoires, malheureusement, ont été mises dans une situation d'hystérisation de la vie politique parce que ça a été utilisé clairement pour des buts qui sont loin des orientations de départ. Et c'est très dommage. Mais nous réaffirmons que nous n'avons le choix dans ce pays que celui de l'apaisement. Parce que si on n'a pas d'apaisement, on aura le chaos. Et nous, nous voulons non pas le chaos, mais nous voulons l'apaisement dans ce pays. Nous voulons que tout le monde puisse participer à ces élections, que tout le monde soit inscrit. Nous voulons avoir des institutions électorales qui, effectivement, de manière judicieuse et de manière impartiale, gèrent ces élections-là. Nous voulons qu'au terme de ces élections, que le peuple mauritanien, souverainement, décide de qui il va porter au pouvoir. Et nous voulons que cela se fasse hors de tout règlement de compte et que chacun trouve son compte et que notre pays entre dans une ère nouvelle qui soit une ère d'apaisement, comme on en voit heureusement dans certains pays en Afrique. Nous voulons que les élections qui auront lieu se terminent. Nous voulons que les élections qui auront lieu se terminent par le fait que les gagnants gagnent normalement, que les perdants perdent normalement et se saluent et se félicitent. C'est ça ce que nous voulons. Et c'est ça ce que nous appelons apaisement. Nous voulons également que cela soit fait réellement dans des conditions acceptables, c'est-à-dire dans des conditions où Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que là c'est bien ou pas? Donc ça a coupé apparemment. Je pense que c'est la batterie du processeur. Donc de toute façon, on le remercie pour son temps, pour le temps qu'il nous a accordé, ses disponibilités. Je pense que tout a été assez clair et c'est une intervention très intéressante qui nous a servi beaucoup, enfin pour comprendre beaucoup de choses. Donc je remercie tout le monde. الإخوة والأخوات حياكم الله جميعا على المتابعة. للأسف الشديد يبدو أن البروفيسور لغورمون انقطع الاتصال من عنده. إن شاء الله نضل نعدل لكم ترجمة بإذن الله تعالى غير ما على البث المباشر لأنه أنا قاعد من نفسي غير أنا ما كنت في يعني ما كنت أنا في قهوة في باريس يعني كنت أتمنى أنه يعود اللقاء في الدار ولا شيء ما والله في البيرو نعود أكثر راحة. إذا نضل نعدل لكم إن شاء الله ترجمة على الفيسبوك. Donc, je remercie tout le monde encore. Je remercie tout le monde, également le professeur Le Gourmand qui est avec nous, Moulay Job, Bata, Abdallahi, Sidi, Mohamed, Amina, Ruqayya, Mali, Fatma, tout le monde. Donc, je ne peux pas citer tous les noms. Je remercie tous et Inch'Allah, on aura une autre occasion, Inch'Allah. Salam alaikum.